Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Petite réponse rapide. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la sortie médiatique, plus ou moins à travers un grand meeting de Martin Fayoulou, notamment sur les questions d'actualité. Alors la première des questions, je suis d'accord avec lui et j'estime que c'est bien, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce sont des propos flatteurs. Mais lorsqu'il revient sur la question de l'Est, évidemment, tout le monde, maintenant, après le bon travail abattu par le président de la République concernant la lutte contre cette insécurité dans la partie Est de notre pays, et depuis qu'il a demandé à tous ceux effectivement qui veulent démontrer qu'ils aiment bien leur pays, de désigner le, l'agresseur, et tout le monde s'évertue à cet exercice et tout le monde reconnaît, tout le monde dit la même chose. Mais maintenant, c'est le Rwanda, tout le monde le reconnaît, tout le monde reconnaît que l'AFC joue le rôle de pantin. Et donc, le président de la République n'est plus ce pantin tant décrié par notamment M. Fayoulou. Aujourd'hui, le président de la République a abattu un grand travail, même s'il ne le cite pas. Et donc, du coup, dans l'idée qu'il faudrait peut-être l'appâter dans le cadre de son dialogue qu'il attend toujours vanter. Et aujourd'hui, il revient à la charge pour essayer de démontrer à son tour combien cette agression est une mauvaise chose, que cette agression ne peut pas laisser un patriote indifférent. Et donc, il s'évertue à être ce grand patriote qui, effectivement, voudrait voir les lignes bouger. Mais malheureusement, il pêche. Il pêche parce que, justement, il pense que pour être un vrai patriote et pour lutter contre cette agression à l'est de notre pays, il faut nécessairement passer par le dialogue. Le fameux dialogue, alors que le dialogue est vidé de tout son sens, de tout son contenu. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le problème de l'Est de la RDC est une question d'agression. Et quand on parle d'agression, ça veut dire qu'il y a des gens qui envahissent notre pays. Et ces gens doivent nécessairement être boutés dehors. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de parler d'une autre formule, notamment parler du dialogue pour pouvoir bouter ces gens-là dehors. Le dialogue ne peut pas en lui tout seul, en tout cas, même pas, en aucun cas, et le dialogue ne peut pas être la solution à la crise de l'Est, notamment en ce qui concerne sa nature. Parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que la nature du conflit à l'Est, c'est plutôt une agression. Une agression, c'est que les membres d'un pays, les gens, les habitants d'un pays qui se sentent agressés doivent se liguer comme un seul homme pour bouter cette agression dehors. Ils n'ont pas besoin pour ça de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir faire un dialogue inclusif. Et dans ce dialogue, où on inclut ceux-là qui représentent effectivement les intérêts étrangers. Non, Monsieur Martin, pourquoi est-ce que vous pouvez penser qu'il faut un dialogue inclusif et lorsque on vous parle des gens qui doivent composer, des gens qui doivent prendre part à ce dialogue, vous incluez aussi les pantins, vous incluez aussi les gens de l'AMC et de l'AFC M23, vous dites ce sont des compatriotes parce qu'ils ont pris aussi, ils ont pris des armes parce qu'ils avaient des revendications. Mais non, vous-même, vous avez été, vous êtes dans une certaine mesure, je peux le dire, vous êtes un modèle. Vous êtes resté au Congo pour pouvoir vous battre en faisant passer vos opinions. Mais vous n'avez pas pris les armes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris les armes pour pouvoir demander qu'il y ait un dialogue, demander que les choses bougent, que les choses changent selon bien sûr votre entendement? Pourquoi vous n'avez pas été prendre des armes? Alors pourquoi vous êtes resté au Congo? Alors mais pourquoi vous ne pensez pas que c'est une insulte à votre propre combat, vous-même d'ailleurs, que lorsque vous demandez que ceux-là, au nom du recours aux armes, doivent s'asseoir à côté de vous pour pouvoir parler de l'avenir de notre pays? Non, Monsieur Martin, ces gens, vous vous trompez. Ces gens n'ont pas droit au chapitre, ils ne peuvent pas parler à côté des autres Congolais normaux qui n'ont pas pris les armes et qui estiment qu'ils ont ils ont des revendications, qui veulent, qui aiment leur pays, qui voudraient proposer, donner des solutions si jamais il y a de blocage pour pouvoir aller de l'avant. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant vous mettre à côté d'eux et penser à parler de l'avenir du pays avec des gens qui prennent des armes, qui violent, qui tuent et qui doivent s'asseoir calmement. Et vous savez très bien que ces gens, ils vont avoir leurs revendications. Il y a une grande partie de leurs revendications que l'on connaît et que vous fustigez, c'est la question de la balkanisation. Mais là, vous le dites vous-même au cours de votre meeting, vous n'êtes pas pour cette balkanisation. Or, eux, ils viennent pour réclamer quoi? La balkanisation de notre pays. Et vous estimez que nous devons rester avec des gens qui prônent la balkanisation en parlant d'un fantaisiste de fédéralisme pour cette partie de l'Est, pour qu'il gère cette partie de l'Est, alors que nous savons bien qu'ils portent en eux les aspirations profondes de Kigali. Et donc, ce sera le début de cette balkanisation que vous redoutez tant. Donc, il ne faut pas être naïf à ce point, au point d'accepter que ces gens viennent s'asseoir à côté de vous. Non. Ils ne peuvent pas être dans un dialogue inclusif. Donc, c'est ce qui me démontre à suffisance que si le dialogue signifie
selon vous, lorsque vous parlez de causes profondes, vous pensez que c'est notamment s'asseoir avec ces gens pour qu'ils nous donnent des revendications du reste qui viennent du Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda qui cherche les fameuses terres dont on a toujours parlé, alors ça ne sert à rien, c'est que vous n'avez pas besoin effectivement de vous asseoir avec ceux qui pensent le développement, qui pensent l'avenir de notre pays. Donc, je suis d'accord, et ici, je joins ma voix à celle du docteur Mukwege, qui pense qu'on ne peut parler du dialogue que lorsque on a terminé avec cette guerre, lorsqu'on a terminé avec les envahisseurs, lorsqu'on a ramené les envahisseurs jusqu'à chez eux et que notre intégrité territoriale est recouvrée à 100%. C'est alors qu'on peut penser parler de ce dialogue-là. Et donc, je m'inscris en faux. Vous êtes sorti hier, vous avez parlé au cours de votre meeting, mais je pense que vous devez vous regarder, vous devez vous raviser. Il n'est pas question, si jamais ce dialogue pourrait venir, il n'est pas question de s'asseoir autour de la même table avec des gens qui ont agressé, qui ont pillé, qui ont violenté, qui ont mis à mal, qui ont saboté des efforts de développement dans notre pays. On ne peut pas imaginer un seul instant les ramener. Je suis d'accord. Vous pensez, vous, peut-être que pour vous, la gestion actuelle serait mauvaise, mais non. C'est une opinion. Poser d'abord, faire un sondage pour savoir si cette gestion-là est mauvaise. Mais je pense qu'il y a des choses à redire, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais la gestion n'est jamais mauvaise dans ce pays. La gestion est bonne. Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont changé dans le sens positif. Et je pense que vous n'avez pas, vous regardez mal, vous faites une mauvaise lecture de la chose, mais sinon, de peur de vous passer pour quelqu'un qui a plus de la haine, j'estime qu'il est bon pour vous de vous raviser et d'exclure de votre tête cet esprit qui veut que si jamais il y a un dialogue, du reste qu'il ne serait convoqué que par le président de la République et fait au Congo par les institutions congolaises, il faudrait vous raviser et réfuter que vous ne pouvez pas vous mettre, ne serait-ce que pour votre honneur et pour le respect du peuple congolais, s'asseoir à côté de ceux qui ont violé, de ceux qui ont violenté, de ceux qui veulent vendre notre pays aux étrangers, de ceux qui veulent nous diviser, de ceux qui amènent l'esprit de la balkanisation, ceux qui veulent que ce pays soit balkanisé. Nous ne pouvons pas accepter un seul instant que nous soyons avec ces gens autour du même table. J'estime que M. Martin Fayoulou, vous n'avez pas raison. Il faudrait vous raviser, c'est un débat. Mais je crois que dans ce débat, il faudrait que vous puissiez revoir vos ambitions. Je suis tout à fait d'accord. Si vous estimez qu'il y a des raisons, il faut trouver des raisons autres. Alors, si les raisons profondes auxquelles vous faites allusion, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous parlez des preuves profondes, mais vous ne les énumérez pas. Si les causes profondes signifient qu'il y a les gens qui ont pris les armes qui doivent se mettre autour de cette table, je vous rappelle que ces gens ont été confiés à dialoguer au niveau de Nairobi et délibérément, ils ont refusé de rester pensant qu'ils avaient des revendications spéciales, mais on a découvert qu'il n'y a rien, c'est plutôt des gens qui sont fantaisistes. Voilà pourquoi je serai d'accord avec vous sur un seul petit point, c'est-à-dire pas question de Doha, parce que Doha ne devait même pas aboutir, d'autant plus que tout le monde sait que ce qu'ils revendiquent à Doha n'est pas soutenable. La deuxième petite question, la deuxième petite interrogation, mais lorsque vous revenez encore sur la question du changement de la Constitution, malheureusement, vous utilisez encore des vieux termes, des termes qui étaient applicables à l'époque où toute l'opposition était réunie contre un envahisseur, un agresseur qui était déjà avec nous ici et qui nous a dirigés pendant autant d'années. Vous dites, Monsieur Fayoulou, vous dites que celui qui osera toucher à la Constitution vous trouvera sur votre chemin. Mais non, mais vous vous trompez. C'est un discours que le président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire avait utilisé et ce terme était plus convenait à cette époque-là et il l'a démontré, on l'a trouvé sous son chemin effectivement par ceux-là qui sont venus et on se souvient bien notamment avec l'avènement de l'AFDL qui est venu annihiler les avancées qu'on avait déjà au niveau de la conférence nationale souveraine, les avancées qu'on avait en termes de démocratie, et c'est cet homme-là qui se levait, qui s'est érigé à mur contre ces aventuriers de l'AFDL, qui n'ont pas pu trouver gain de cause, malgré de longues années qu'ils ont essayé de mettre avec leur émanation, notamment le pouvoir des 18 ans, mais aujourd'hui, ce pouvoir a pris fin. Parce que le peuple est resté debout, le peuple est resté derrière Étienne Tshisekedi Omulumba d'heureuse mémoire qui se levait contre cela. Et c'est ce discours-là qui valait par rapport à cette agression, par rapport à une guerre qui était réelle, par rapport à une agression, par rapport à une offense faite au peuple congolais par des gens qui ne voulaient pas de la démocratie. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question et donc ce terme n'est pas applicable. On va vous trouver sur quel chemin? Aujourd'hui, une grande partie de notre population a compris que cette constitution, du reste,
l'émanation des belligérants. Et on se souvient, nous avons été témoins, nous avons été à Kisangani, là où il y avait l'avant-projet de la Constitution. Quand ça a commencé, nous avons couvert cet avant-projet de constitution là-bas à Kisangani. Nous l'avons couvert aussi comme journaliste ici à Kinshasa. Et on connaît les tenants et les aboutissants de cette constitution. La fameuse constitution. Et à chaque fois que l'on parlait, on devait tenir compte des velléités de tous ceux qui étaient de toutes les parties. Et vous savez que ça a été fait dans un contexte de conflit, de guerre. On avait d'une part, c'est ce pays qui était quasiment divisé par trois. Parce que vous avez l'RCD avec toute cette crielle des personnes venues du Rwanda. Vous avez le MLC, vous aviez aussi le RCDN et d'autres groupuscules qui étaient là. Mais vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que cette constitution elle était faite dans des conditions les meilleures pour pouvoir donner un lendemain sûr à notre pays. Non, vous ne pouvez pas vous dire que vous seul, vous dites qu'on va vous trouver sur votre chemin. Non. Personne ne vous trouvera sur ce chemin-là parce que la majorité des Congolais est d'accord aujourd'hui et d'avis que cette constitution doit être, si elle ne peut pas être changée dans sa totalité, elle devra être modifiée, ne serait-ce que pour lui donner de la force, de l'énergie. Je vous dis, par exemple, vous, M. Fayoulou, est-ce que vous êtes d'accord, vous, qu'un président soit élu et qu'il doit attendre autant de mois pour pouvoir former le gouvernement à l'idée qu'il y a une procédure qui veut que l'on puisse identifier une majorité? Ce qui était le cas en 2018, vous avez été témoin. Le président Tshisekedi a gagné ses élections en 2018, mais il n'avait pas la majorité. Et pour ça, il fallait trouver un compromis. Il faut rester pour pouvoir aller chercher, identifier une majorité. Et laquelle majorité n'était pas en sa faveur? Et combien de temps avons-nous pris? Et finalement, est-ce que le président de la République a-t-il pris, lui, les 5 ans pour ce premier mandat-là? Difficile de le dire. Ça se récidivait lors du deuxième mandat. Vous avez vu, on a attendu encore beaucoup de temps. Mais tout ça, vous estimez que ce sont des choses qu'on ne peut pas revoir dans notre constitution qui nous permettraient effectivement de trouver des mécanismes qui sont plus souples, qui nous permettent effectivement d'avancer de manière à ce que des personnes qui sont élues, notamment à la magistrature suprême, soient à même de pouvoir exercer leur mandat dans le timing qu'il faut. Aujourd'hui, vous pouvez passer vous-même président de la République, mais vous serez buté à ce même problème. Ne pensez pas que parce que vous appelez Martin Fayoulou que vous serez différent. Non, vous aurez le même problème. Et donc aujourd'hui, tenter de trouver des solutions, c'est sur le long terme. Malheureusement, la lecture mauvaise que beaucoup, comme vous et comme d'autres, pensent, c'est de croire que cette question du changement de la Constitution est un seul profit du seul président Tshisekedi. Non, ce n'est pas vrai. Il est là au pouvoir aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un quand même quelque part qui déclenche le changement. Mais il est là au pouvoir, il le fait, et ceci change, mais il ne passera pas avec les changements qu'il va apporter, des modifications qui vont être faites, du reste par rapport à l'ensemble de la population. Il n'est pas le seul à croire à cela. Il y a beaucoup d'autres Congolais qui pensent qu'effectivement cette constitution doit être changée. Et lorsque cette constitution sera changée, mais elle sera profitable à tous, à toutes les personnes qui viendront, qui brigueront. Le président Tshisekedi n'est pas ad vitam aeternam au pouvoir. Il passera un jour, mais les acquis de toutes les modifications, de tout ce que nous aurons fait, profiteront plutôt à tous ceux qui viendront par la suite. Donc il ne faut pas avoir un regard qui est faible, un regard qui ne porte que sur lui, pensant qu'il sera le seul bénéficiaire. Tout le pays, tous les Congolais seront bénéficiaires de toutes les modifications, de tous les changements qui peuvent s'opérer au niveau de notre Constitution, tant que cela pourra nous permettre d'aller de l'avant, de lutter contre toutes ces choses mauvaises dans lesquelles nous vivons. Au niveau interne, vous-même, vous savez très bien. Aujourd'hui, vous êtes président de la République. Dites-moi comment vous allez faire pour pouvoir gérer ces gouverneurs qui viendront par les élections et qui seront vos représentants en tant que tels au niveau des provinces. Et quand vous ne serez pas à mesure, vous, de les destituer, par quel bâton magique vous allez le faire? Comment vous allez le faire pour pouvoir les destituer, par exemple, s'ils ne répondent pas aux aspirations du peuple? D'autant plus que vous serez peut-être élu au niveau par l'ensemble de la population et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc je pense qu'il faudra réfléchir et voir qu'il ne faut pas aller sur l'émotion, sur les sentiments. Cette constitution a prouvé ses limites, on a besoin de la modifier, mais il ne faut pas calculer, il ne faut pas regarder seulement que ce sera un seul profit du président Tshisekedi. C'est faux. C'est un profit pour tout le pays, pour tout le monde. S'il est là, s'il en bénéficie, mais pourquoi pas? Parce que c'est un fils du pays. Il n'est pas un étranger, il peut en bénéficier évidemment, mais cela ne veut pas dire qu'il bénéficiera toujours. Il sera là toujours, jusqu'à je sais pas, à la fin du temps. Non. Il est celui et le seul, jusqu'à preuve du contraire, qui vient de nous sortir d'un gouffre.
Là, nous ne pouvions pas sortir, nous n'avions pas de solution. Et il est celui qui se levait en premier et il nous a donné le chemin. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais ont de l'amour pour leur pays, on aime retrouver la fierté laissée à l'époque par le maréchal. Aujourd'hui, grâce au président Tshisekedi, grâce au combat de l'UDPS, grâce au combat notamment mené par le président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous ne cesserons jamais de le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de trouver des gens qui viennent freiner, qui viennent bloquer l'élan de développement. Nous pensons que votre sortie au niveau de votre meeting n'a pas été un succès à l'idée, notamment sur ces deux questions précises, notamment le changement de la Constitution ou la modification de la Constitution et aussi la question du dialogue inclusif. Trouver d'autres termes, d'autres moyens et j'estime que vous pouvez peut-être encore faire de l'unanimité, mais si c'est difficile, si ce n'est pas possible pour vous, eh bien, je suis désolé. Alors, il faut laisser la place à tous ceux qui pensent le bien de ce pays et qui estiment que ce pays peut encore trouver ses lettres de noblesse et peut aller de l'avant. Merci et à très bientôt.